France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2. Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est vendredi, aujourd'hui c'est la dernière du LGF jusque 18h. Ravi de vous retrouver pour votre show de fin d'après-midi, votre talk donc qui vous rassemble, qui vous ressemble, bref, dans lequel vous allez pouvoir évidemment et comme d'habitude intervenir avec un programme ma foi assez complet. Nous recevrons d'ailleurs d'ici une petite vingtaine de minutes Amal Bentounsi, que vous connaissez forcément. Elle fait partie présidente du collectif Urgence, notre police assassine, pour nous parler d'un nouveau cas de violence policière. Un jeune de 20 ans qui se trouve dans un état qui est dans le coma tout simplement, et entre la vie et la mort suite à une interpellation. On prendra connaissance de cette nouvelle affaire d'ici une vingtaine de minutes sur France Maghreb 2. Autre invité aussi à 17h tout à l'heure, le président du CSA portugais. Oui messieurs dames, qu'a rencontré Tarek Mami tout à l'heure à partir de 17h pour nous accompagner aujourd'hui, pour échanger avec vous. Morad Goual, le Marseillais, qui nous rejoint dans quelques minutes sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum, Bercy vient d'autoriser la France à vendre des armes à l'Égypte, qui aura le droit à des facilités de paiement pour régler ses futurs rafales. La France continuera donc d'armer le dictateur. La venue prochaine de Emmanuel Macron en Algérie semble annoncer un renforcement des liens bilatéraux entre Paris et Alger, bénéficiant d'une image positive depuis ses prises de parti anticolonialistes. Il pourrait relancer des relations moribondes. François Pupponi, député PS du Val d'Oise, a dénoncé les associations salafistes qui remplaceraient les associations historiques dans les quartiers. L'ancien maire de Sarcelles en guerre contre les associations salafistes. La question LGF du jour à la suite de nombreuses affaires de violences policières, et à force que l'État français considère les habitants des quartiers comme des sous-citoyens, ne faut-il pas craindre de nouvelles émeutes dans nos banlieues? Vous répondez à cette question sur Twitter LGF officiel, ainsi que sur la page Facebook France Maghreb 2. Libertad, vous avez la parole tout à l'heure en fin d'émission, 01 40 33 9000. Merci d'être en direct avec nous sur France Maghreb 2 jusque 18h avec Morad Goual qui est avec nous, notre Marseillais du vendredi. Comment va-t-il? Il va très bien, un peu la voix prise parce qu'il fait pas très chaud à Paris, vous vous en doutiez, je pense, du côté de la Provence où il fait très très beau. Malheureusement ici, il fait froid, il pleut et ça dure depuis 10 jours. Wow, faut pas non plus exagérer quand même, hein. Il fait beau quand même là. Oui, ce week-end, moi j'étais à Marseille, il a fait très beau à Marseille. Ah oui. Ici, il y a eu du crachin. Ouais, effectivement. Bah c'est Paris, hein, mon ami. Hein. Qu'est-ce que tu veux? On y est, quoi. C'est la capitale, on peut pas tout avoir. Bon, alors, évidemment, messieurs dames, vous allez pouvoir nous appeler au 01 40 33 9000 comme d'habitude pour intervenir. D'abord, cette question que l'on pose aujourd'hui et qui fait référence à de nombreuses affaires dont on s'est fait l'écho, bien sûr. Issu de violences policières. Je veux dire que c'est un sujet qui est récurrent, qui perdure plus que jamais avec l'affaire en date, l'affaire Yacine. T'as entendu parler de cette affaire? Tout à fait, oui, il y a 2 mois de ça, oui. J'avais vu les premiers faits, on l'avait retrouvé dans une cave avec des preuves dissimulées, balayées, nettoyées par la police. Alors il se trouve qu'il y a eu quelques changements cette semaine. Ouais. Le corps a toujours pas été rendu d'ailleurs. Non, le corps est à l'Institut médico-légal. Depuis 2 mois. Et là, l'affaire, en fait, le deuxième rapport d'autopsie a été transmis à la famille et donc à l'avocat. Et l'affaire a été requalifiée en homicide volontaire. Voilà, c'est ce que. Et alors là, le premier rapport d'autopsie disait quoi justement? Parce que overdose. Le petit n'avait en aucun cas l'habitude de fréquenter cette cave. Il a été retrouvé par inadvertance. Il venait juste de contacter sa maman pour lui dire j'arrive à la maison. C'est ça. C'était un enfant que tous ses collègues, d'aucuns pouvaient dire de lui qu'en tout cas il était sérieux et non délinquant ou toxicomane. Et je trouve que c'est très bien que la famille se soit mobilisée. D'ailleurs toi aussi Christophe, je sais que cette semaine tu as veillé avec eux. Et qu'ils ont d'ailleurs fait l'objet de violences de la part de la police qui est venue les déloger devant le tribunal de Bobigny, c'est ça? C'est ça, exactement. Une vidéo d'ailleurs que vous pouvez voir sur notre Facebook France Maghreb 2. Puisqu'on vous a mis effectivement on a été faire la vidéo en direct du tribunal. Il venait de se faire d'ailleurs expulser. Et donc c'est effectivement Bilal qui est le frère de Yacine, dont c'était l'anniversaire aujourd'hui. Il devait avoir 25 ans aujourd'hui. Et c'est effarant que on puisse falsifier un rapport d'autopsie comme ça, dire à une famille votre enfant est mort parce qu'il était toxicomane. Et ses copains, franchement, je rends hommage à ses copains parce que ils ont été très vigilants. Dès que le corps a été retrouvé dans la cave, ils se sont rendus compte que la cave avait été nettoyée. Et c'est pas des caves dans cette résidence où on nettoie les... Enfin, il n'y a pas d'habitude dans cette résidence qu'on nettoie les caves. Et ils ont trouvé des taches de sang que la police, ou en tout cas des gens ont essayé de tenter de dissimuler.
alors que le corps ne présentait aucune blessure apparente. Et c'est bien que la famille se soit mobilisée, qu'elle ne se soit pas laissée berner par ce premier rapport d'autopsie et la version officielle de la police qui arrêtait pas de dire que leur fils n'était pas celui qu'il pensait être. Exactement. En tout cas, eh bien, Yacine va pouvoir probablement être enterré rapidement à Sfax en Tunisie. Voilà, donc c'est là que ça se passe. Et si vous voulez donc prendre connaissance de cette affaire plus que douteuse pour le coup, eh bien, vous n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook France Maghreb 2 pour aller visionner ou revisionner cette vidéo que l'on a faite en direct. C'était mardi, je crois. Voilà, c'était mardi avec Bilal, le frère de Yacine. Alors, on devait avoir Amal Bentoutsi, on essaie de la joindre dans quelques instants. Cependant, la question du jour que je vous rappelle, mon cher ami Mourad, et que je vais te la poser aussi, tout à fait. Suite justement à de nombreuses violences policières, et avec Amal Bentoutsi que nous aurons probablement au téléphone rapidement, on va évoquer une nouvelle affaire suite à une interpellation d'un jeune homme de 20 ans qui se trouve une semaine après son interpellation est dans le coma, entre la vie et la mort. Les médecins ont fait comprendre à la famille qu'il ne se réveillerait pas. Donc voilà, c'est une situation. Ça se passe où, en Île-de-France ? Ça se passe en Île-de-France, oui, effectivement. Donc voilà, on va en parler probablement avec elle. Donc suite à ces nombreuses violences policières, et forcé aussi de constater que l'État français considère les citoyens des quartiers comme des citoyens de seconde zone, hein, j'ai envie de dire, des sous-hommes, des sous-citoyens. Allez, soyons plus justes dans les mots. Ne faut-il pas craindre de nouvelles émeutes comme on a pu en connaître en 2005 ? Alors c'est vrai que des émeutes de banlieue qui n'ont absolument rien changé pour l'état des quartiers, hein, finalement. Est-ce que tu la crains, toi, est-ce que tu les crains, ces émeutes, Mourad ? Ces émeutes, elles viendront si des leaders d'opinion décident de mener des manifestations. Et de facto, ces manifestations seront gangrénées, tu sais très bien comment ça marche, et on y mettra des petits fauves à l'intérieur pour qu'ils aillent casser et foutre la zizanie. Et de manifestations pacifistes, on passera à des manifestations comme on a pu connaître en 2006 avec des pillages, des violences. 2005-2006, avec Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy. Ouais. C'est 2006. Et mais moi, je suis un peu circonspect parce que aujourd'hui, il y a plus de leaders capables de rassembler des mouvements, de fédérer. Et je vois pas comment aujourd'hui on pourrait dire à ces quartiers, à tous ces acteurs qui sont aujourd'hui en Île-de-France, levez-vous, rassemblez-vous, marchons ensemble pour une cause commune. J'y crois plus trop. Voilà, les choses ne sont plus comme il y a 10 ans en arrière. Voilà. Par contre, moi, je voulais te faire mon retour sur mon expérience. C'est vrai que quand j'entendais parler de contrôle aux faciès, de tous ces trucs-là, moi qui étais dans le sud, j'ai jamais connu ça en 45 ans. Et depuis que je suis à Paris, je vois régulièrement tous les jours, quand c'est pas la police de la SNCF, c'est la police de la RATP. Quand c'est pas la police de la RATP, c'est la police municipale ou la police nationale qui fouillent des jeunes, mais alors qu'ils les mettent en ronde d'oignon sur des murs et qui sont dans des fouilles corporelles. Et c'est toujours les mêmes morphotypes, c'est-à-dire c'est soit des Maghrébins, soit des Africains. Et c'est vrai que je commence à voir ce visage-là du délit de faciès et je le découvre et ça m'interpelle. Nous sommes en direct, mon cher Mourad, amis auditeurs, auditrices, avec Amal Bentoutsi. Bonsoir Amal. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2, Amal Bentoutsi. On rappelle évidemment votre histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous avez perdu votre frère, vous vous êtes battu pour que ces violences contre lui, parce qu'on lui a tiré dans le dos à votre frère, hein. Faut rappeler cette histoire, elle s'est passée où, il y a combien de temps, Amal ? Alors, mon frère a été tué le 21 avril 2012 à Noisy-le-Sec. Donc, ça a été une balle dans le dos, effectivement. Donc, la première version policière, c'était celle qui a été relayée par les médias français, c'est que il y a eu une fusillade et que le policier était en état de légitime défense. C'est ça. Et en fait, il aura fallu qu'on se batte pendant 5 ans, moi, ma famille et moi-même, avec le collectif et d'autres familles, pour qu'enfin on obtienne la vérité et la justice, puisque ce policier a été condamné, il a été reconnu coupable et il a été condamné à 5 ans de sursis avec interdiction d'utiliser une arme. 5 ans de sursis pour avoir tué un homme quand même. Voilà.
Bon, il faut reconnaître que la condamnation est légère, mais en France, il est très rare qu'on condamne des policiers, à part quand ils sont hors service, c'est-à-dire quand ils n'ont pas de tenue en fait. Là, oui, il y a des condamnations, mais par contre, dès qu'ils sont en service, il y a une machine de protection qui se met en route, et bien évidemment que il est très difficile de condamner des policiers. Vous aviez fait appel de cette décision, Amel? Comment? Est-ce qu'il y avait eu un appel de cette décision? Non, on n'a pas fait appel parce que pour moi, j'estimais que c'est pas la prison qui allait rendre mon frère, c'est pas la prison qui allait faire qu'il revienne. Voilà, c'est de reconnaître sa culpabilité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on nous a menti dès le départ. On nous a donné une version qu'on a relayée massivement, et que moi-même, en tant que citoyenne, en tant que sœur de Amin Bentounsi, j'y ai cru à cette première version. Et il aura fallu faire écouter mon instinct et de sœur qui a perdu un frère, de me dire non, c'est pas possible. Parce que quand il y a une fusillade, on parle de fusillade, ça voudrait dire qu'il y a des échanges de tirs. Et bien évidemment, on a mis la machine en route, on a pris un avocat qui nous a soutenus, qui nous a aidés, et on a demandé une autopsie. Et cette autopsie révélera effectivement que ça a été une balle dans le dos. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert le poteau rose, c'est-à-dire que systématiquement dans toutes les affaires, au-delà de celle de mon frère, puisque c'est ce qui m'a amené aussi à militer et à dénoncer ces violences policières, au-delà même de l'affaire de mon frère, c'est systématiquement la version policière qui est relayée massivement par les médias, c'est rendre coupables les victimes à titre posthume, c'est-à-dire on va trouver un élément qui va faire que sous prétexte qu'il avait bu, par exemple, je prends l'exemple de Ali Zeri, ce retraité de 69 ans, qui avait été battu à mort par plusieurs policiers. Ouais. Donc le prétexte c'était qu'il était sous l'emprise de l'alcool et qu'il était agité. Voilà, je vais vous prendre le cas de Wissam El Yamni, par exemple. Oui, à Clermont-Ferrand. Son délit, son crime, c'était d'avoir jeté une pierre. Donc, est-ce que jeter une pierre mériterait qu'on tabasse un homme, qu'on le rende à sa famille 6 mois plus tard, le corps en putréfaction? Est-ce que c'est le cas de Hamid Aïtoungar aussi, du frère de Hamid Aïtoungar, Laoussine Aïtoungar, qui a été tué devant chez lui de 5 balles, sous prétexte qu'il avait une paire de ciseaux, vous savez, les paires de ciseaux pour couper des colliers. C'est le cas de Amadou Koumé, c'est le cas de Abdoulaye Kamara et bien d'autres qu'on n'entend pas parler. Et là, on est sur d'autres affaires. Justement, Amal, c'est pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui, parce qu'il y a une affaire qui est sortie, je crois, depuis hier, d'un jeune homme de 20 ans qui se trouve actuellement dans le coma. Oui, alors ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, puisqu'on a rencontré la famille, c'est qu'il est dans un état de mort cérébrale. Oui. Voilà. Donc moi, au jour d'aujourd'hui, je peux pas m'exprimer au nom de la famille. C'est-à-dire qu'il faut respecter ça. Mais encore une fois, c'est un homme noir qui a 20 ans et qui se retrouve entre les mains de plusieurs policiers et qui finit par mourir. Donc certainement qu'on nous parlera encore une fois de crise cardiaque, qu'on nous trouvera une version qui va pouvoir criminaliser ce jeune, encore une fois, presque de faire accepter sa mort Amel, par l'opinion publique, en fait. Amel, il y a quelque chose qui me fait, je vais rebondir sur des propos que tu as tenus au tout départ. Tu dis que, en fait, il y a peut-être la chance que ton frère a eue, c'est que vous êtes peut-être une famille cultivée, je veux dire avec des capacités intellectuelles qui permettent justement de répondre à ce genre d'insinuations. Mais tous ces gens qui n'ont pas les mêmes moyens que vous, intellectuels ou ne serait-ce que familiaux, donc on devrait avoir en France des gens qui décèdent en fait sans qu'on sache réellement pourquoi. Oui, tout à fait. Ça c'est le gros problème, puisque effectivement la formation de cet homme qui est en état de mort cérébrale, si on n'avait pas eu
je vais pas citer les sources, bien entendu, parce qu'il faut protéger les gens qui nous dénoncent ces faits. Voilà, c'est aussi un travail qu'on doit faire auprès des hôpitaux, c'est-à-dire auprès du corps médical, parce que quand vous avez quelqu'un qui arrive et que des policiers disent qu'il a certainement dû succomber à une crise cardiaque, tout à fait, et que sa tête elle est marquée de coups, le corps médical se doit de dénoncer et d'agir. Et pour ta question, je pense pas que c'est un manque intellectuel ou quoi que ce soit. C'est pas dans un sens péjoratif, hein. Je parle de gens qui sont très modestes, qui ont très honte de tout, et des fois, quand on leur dit votre fils est mort d'un arrêt cardiaque, oui, c'est un arrêt cardiaque, alors que peut-être derrière il y a autre chose. Et ces gens-là, voilà, ils sont un peu seulement des... C'est-à-dire qu'il y a aussi la peur qui domine. Voilà. La police fait peur depuis de nombreuses années. Moi, je me souviens, il y a très longtemps, mes parents me disaient, mais attention, c'est la police, on peut rien faire. Moi, j'ai un frère, avant mon frère, qui a failli mourir aussi, percuté en scooter par un policier. Et puis, c'est des gitans qui lui ont sauvé la vie parce que les policiers de là-bas qui étaient sur lui à ce moment-là. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a une peur dominante chez la plupart des familles. Et dans les quartiers aussi, c'est presque une fatalité, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre la police, en fait? Alors, Amal, le temps passe très vite, malheureusement, mais je pense que tu reviendras bien volontiers, en tout cas dans nos studios, qu'on puisse en parler de nouveau. Amal, concernant donc cette famille, j'ai bien compris que tu souhaitais pas trop t'exprimer, parce que peut-être que la famille demande à ce qu'on fasse un silence médiatique pour le coup, mais il s'agit quand même d'un jeune homme de 20 ans, qui s'appelle Massar, qui est dans le coma. Ça s'est passé où cette histoire? On est en Île-de-France? Alors, ça s'est passé à Gare du Nord. D'accord. Donc, aux alentours de 21h. Et d'ailleurs, je crois qu'à ce propos, la famille va certainement faire un appel à témoins. Donc, s'il y a des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent, ça s'est passé quelle date? Amal, quelle date? Alors, ça s'est passé jeudi dernier. Jeudi dernier. Voilà. Et donc, c'était aux alentours des 21h. Donc une gare, il y a forcément des gens qui ont vu, qui ont entendu. Et puis il y a les caméras aussi. Il a été laissé pour mort à la gare du Nord. Jeudi 9. Et donc, il faut vraiment que... Il y a aussi quelque chose qui est très important aussi, de rappeler à ces gens qui passent et qui voient des policiers contrôler. S'il vous plaît, restez... on ne sait pas comment ça peut se terminer. On met pas d'huile sur le feu, ouais. On reste en retrait. Voilà, essayez de filmer, essayez de rester, observer, de façon à ce que ces policiers sachent qu'ils sont surveillés aussi. Parce que c'est aussi le fait qui continue, c'est cette banalisation de la violence de la part des uns et des autres, et de se dire qu'en fait, peut-être que cette personne l'a mérité, mais personne ne mérite de mourir dans des conditions atroces, et personne ne mérite de perdre la vie entre les mains de qui que ce soit. La vie est sacrée, et ça, on doit le respecter. Amal, j'ai une question un peu pertinente, j'espère pas gênante en tous les cas. Au vu de nombreux collectifs qui existent, dont le tien, Amal, on va juste signaler quand même aux auditeurs que l'affaire Adama Traoré ça a encore changé, parce que Bagui Traoré retourne en prison pour des nouveaux motifs, cette fois-ci pour un bus qu'il aurait incendié évidemment. Là, il y a pour le coup un véritable acharnement concernant cette famille. Pourquoi il n'y a pas cette idée de créer une espèce de fédération temporaire ou pas d'ailleurs, un collectif qui unirait justement toutes les familles victimes de violences policières, comme toi, comme Wissam, comme la famille Adama Traoré, comme bien d'autres, évidemment l'affaire Yacine, dont on a évidemment longuement évoqué ici sur France Maghreb 2 dans cette émission. Amal, pourquoi il n'y a pas cette volonté de se mettre ensemble? Parce que c'est l'union qui fait la force, non? Oui, mais je pense que les uns et les autres, de chacun de notre côté, on mène un combat qui est le même en tous les cas. Je pense que ça doit se faire dans le respect des uns et des autres, même si on n'est pas d'accord forcément avec la stratégie des uns et des autres. En tous les cas, on est d'accord sur une chose, c'est qu'il existe des violences policières, il existe une impunité policière, et on doit faire front commun en tous les cas. Amen. Après, pour le reste, j'espère, Inch'Allah, qu'un jour les gens puissent comprendre que c'est l'union qui fait la force, et que on sera tous rassemblés,
et qu'on fera front face à cette impunité. Mais aujourd'hui, ça fonctionne très très bien aussi, même comme ça, hein, c'est pas le problème, hein, puisqu'il y a une visibilité, il y a la solidarité des familles qui vont rencontrer d'autres familles, et il faut du temps, et moi j'ai grand espoir qu'un jour, vraiment, même si les uns et les autres ne s'entendent pas forcément, qu'un jour on arrivera avec la détermination des uns et des autres, on est en train de semer des graines qui un jour vont porter leurs fruits, et Inch'Allah qu'un jour l'opinion publique change d'avis. Pour faire simple, je te pose la question en direct à la radio. J'entreprends sérieusement d'organiser une émission spéciale qui sera peut-être pas diffusée à cette heure-ci ni ici, je sais pas, on verra en tout cas pour ce qui est des modalités, de réunir tous les collectifs qui militent justement pour obtenir vérité, qui sont concernés par cette cause. Est-ce que toi, Amal, tu viendras? Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre du collectif, parce que ce collectif c'est pas que Amal Bentounsi, c'est Jessica Koumé, c'est Hamida Itungar, c'est non, mais est-ce que le collectif viendra? Est-ce que le collectif viendra? Oui, bien sûr Bon, qu'il viendra le collectif, on répondra présent, parce que c'est une question centrale pour nous, et c'est une question qu'on vit avec ça depuis 5 ans. C'est-à-dire que ma vie, la vie des autres familles n'est faite que de ça aujourd'hui. Oui, et justement, suite à ce qui est arrivé à ton frère, tu en as fait un combat au quotidien maintenant, avec ce collectif, avec toutes ces personnes qui t'entourent, pour essayer justement de relayer toutes ces affaires qui sont évidemment pas médiatisées. Du coup, j'ai envie de te poser la question qu'on pose à nos auditeurs aujourd'hui. Suite à ces nombreuses, et il y en a beaucoup, de violences policières, et à force que l'État français considère les habitants des quartiers comme des sous-citoyens, ne faut-il pas craindre de nouvelles émeutes en banlieue? Parce que j'ai ouï dire quand même, en étant un petit peu en traînant mes oreilles à droite à gauche, que dans les quartiers, on est au bord de l'explosion. Oui, il y a forcément un risque. Parce que le déni de justice, l'impunité policière, moi je le répète assez souvent, puisque je suis passée par là, on crée des monstres, mais des deux côtés, c'est-à-dire du côté des policiers qui vont se dire, c'est quoi le meilleur métier pour être au-dessus des lois? Imaginez-vous une personne avec une idéologie raciste, malveillante, qui va vouloir tuer des Noirs et des Arabes, elle va pouvoir s'engager dans la police française. Donc ça, c'est le message qu'on envoie aux futurs policiers. La preuve, j'en ai dénoncé un dernièrement sur Twitter, un jeune gendarme de 17 ans qui disait moi je veux être gendarme puisque les criminels sont des Noirs et des Arabes. Donc voilà, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et puis de l'autre côté, des jeunes qui subissent cette répression, cette stigmatisation, cette impunité. Il n'y a pas un quartier en France qui n'a pas eu son mort. C'est ça. Donc et aujourd'hui, on a envie de nous faire croire que c'est nous, c'est ces jeunes-là qui sont la faute des maux de la France, mots MAUX, et qu'on a envie de leur faire porter le chapeau de tout ce qui peut se passer sur le dos du terrorisme. Donc voilà, et donc ça c'est très grave. Et donc aujourd'hui, il y a déjà beaucoup, j'arrive même plus à parler tellement ça m'énerve. Amal, moi j'ai une dernière question. Oui, deux petites secondes pour la question, parce que c'est très important de rappeler donc Massar, donc qui est à 20 ans, qui se trouve donc dans un état qui est dans le coma, suite donc qui est en mort cérébrale, c'est pire. Mort cérébrale, absolument. Suite, il a été laissé pour mort à la gare du Nord jeudi dernier. Et vous faites un appel à témoins, donc pour ceux qui étaient sur place, le jeudi 9 à 21h, aux alentours de 21h. Je pense que la famille va certainement faire un appel à témoins, puisqu'il était seul à ce moment-là. D'accord. Donc à ce moment-là, dès que vous aurez plus d'informations, est-ce que lundi, par exemple, Amal, vous pourrez obtenir plus d'informations et qu'on puisse relayer l'information en direct à l'antenne? C'est très important parce que chacun peut avoir cette responsabilité aussi. Il me reste 30 secondes, à peine 30 secondes pour la dernière question de Mourad. Ouais, juste en chiffres, Amal, aujourd'hui, c'est quoi la violence policière en France, en chiffres? Alors, nous, on est en train de terminer le recensement pour cette année, et pour cette année, on est à 22 morts. Voilà. 22 morts pour cette année. Île-de-France ou la France entière? De France entière. Alors, oui. Alors, sans compter le cas de Massar et le cas d'une autre affaire qui va être révélée très prochainement, une affaire
aussi sordide encore une fois que celle-ci. Et donc voilà. Donc on fera 24 morts pour cette année. Ouais, beaucoup trop en tout cas. Amal, je suis désolé, on est pris par le temps parce qu'il y a la pub qui arrive, mais de toute façon, on reste en contact, Amal. Tu sais que ici, tu viens quand tu veux, et on se rappelle en début de semaine pour faire le point sur toutes ces affaires, Amal. D'accord? Bonsoir, alors Amal. Moi, je vous donne rendez-vous au tribunal de Bobigny, lundi à 13h, puisqu'il y a le procès de 2 policiers dans l'affaire de Elvis, une vidéo que nous avions relayée massivement. Et ces 2 policiers vont être présentés, vont avoir le procès donc à Bobigny. Donc voilà, je vous demande vraiment de venir soutenir Elvis, qui a pris des coups sur la tête, et il y avait une vidéo cette fois-ci. Donc là, ils échappent pas au procès. Merci Amal Bentoutsi. Voilà. À très bientôt. Merci beaucoup. À très vite Amal. Merci beaucoup. Dans un instant, on va faire un petit tour du côté du Portugal. Pourquoi? Le président du CSA portugais qui a interrogé Tarek Mami à suivre. 16h57, bienvenue à vous. Le grand forum avec monsieur Morad Goual qui est avec nous aujourd'hui sur France Maghreb de jusque 18h. Amis auditeurs, 01 40 33 9000. Vous réservez bien sûr pour Libertad, mais on pourra évidemment prendre vos appels. On a un programme hyper serré, donc il va falloir qu'on y aille qu'on soit efficace, mon ami Morad. Moi j'ai pas de chance. Quand monsieur Mami est là, je ne peux pas m'exprimer. Quand il n'est pas là et que j'ai l'espoir de m'exprimer, tu me dis le programme est chargé. Je vais alors justement, tiens, tu vas pouvoir t'exprimer, nous donner ton avis sur cette petite affaire. La venue du maréchal Sissi à Paris, tu t'en souviens? Visiblement, elle n'aura rien changé, cette venue du maréchal Sissi, puisque le président a honoré une commande de 12 Rafales pour l'Égypte. Donc à cause d'une demande de la part du Caire d'échelonner la facture, ça a failli pas se faire cette histoire. La France a décidé finalement de faire confiance à son allié égyptien, puisque rebelote lors des précédentes ventes d'armes à l'Égypte, les autorités donc Al-Sisi pourront payer par facilité de paiement, et qu'importe si l'Égypte vit sa pire crise des droits humains depuis quand même des décennies, comme l'indiquaient d'ailleurs des ONG respectives il y a quelques mois maintenant, Emmanuel Macron donc ne les nie, ces fameux droits humains. En tout cas, les Égyptiens et leur liberté valent moins que les dividendes des actionnaires de Dassault et ses fournisseurs, puisque la France est bien décidée, comme elle l'a commencé d'ailleurs depuis 2 ans, à aider l'Égypte à moderniser son arsenal militaire et armer une dictature. Faut appeler un chat au bout d'un moment. Entre 2014 et 2016, Morad, la dictature égyptienne a été l'un des partenaires privilégiés de la France, avec près de 7 milliards d'euros de contrats passés. Dassault Aviation va pouvoir mettre encore un peu plus de beurre dans les épinards en entendant ça, en vendant en tout cas ses Rafales à Sissi, et ce grâce au ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, qui, selon la Tribune, a couru au Caire pour annoncer lui-même la nouvelle aux autorités égyptiennes. Le journal économique précise cependant que l'accord de Bercy à la négociation entre la France et l'Égypte ne signifie pas pour autant la finalisation du contrat. En effet, il faudra encore quelques semaines de discussion pour arriver à un accord commercial, mais on n'est pas très loin. Donc semble-t-il, ce déblocage en tout cas des négociations par Bercy s'appuie sur les prévisions de croissance de l'Égypte qui sont estimées à 6% cette année. Les droits humains en Égypte, eux, semblent être le cadet des soucis de la France. Emmanuel Macron n'a pas voulu embarrasser le maréchal Al-Sisi donc lors de sa dernière visite en France avec ce sujet. Morad, est-ce que tu le comprends? Alors c'est peut-être pas forcément le maréchal El-Sisi ou le peuple égyptien qu'il a voulu embarrasser avec ce sujet, mais c'est surtout qu'il a voulu rester très courtois à l'endroit des Anglais et des Américains qui ont un œil et la main mise sur l'Égypte, ça tu le sais très bien, et que en matière de diplomatie on ne fait pas de faux pas. Par contre, moi cette affaire m'interpelle parce qu'il y a quelque chose qui me gêne autour de ce Rafale. Ouais. Ça fait 20 ans qu'on dit qu'on a le meilleur avion au monde, et ça fait 20 ans qu'on n'arrive pas à le vendre. Sachant que Dassault qui l'a produit sur des commandes de l'État, c'est-à-dire que Dassault a reçu une commande, je vais dire un chiffre au hasard, de 100 avions. Ces 100 avions ont été payés par la France. Et aujourd'hui, la France cavale par le monde et à travers son propre service militaire, d'armée, pour placer les avions qu'elle a commandés à Dassault. Et là, on a un vrai problème de transparence, parce qu'en fait, c'est nous les fiscalisables français, les imposables français qui payons des commandes que l'État n'arrive pas à vendre à l'étranger. Et on doit s'interroger pourquoi l'Italie, la Belgique vendent plus et mieux d'armes que nous.
À un moment donné, on doit mettre le débat sur la table. Surtout qu'il faut rajouter aussi que à l'échelle mondiale fait partie des 5 pays qui tiennent à eux seuls 75% du marché de l'armement, hein, quand même. C'est très impressionnant quand même. En matière de vente d'armes, on est au top là. On est au top. On vend même ce qui est interdit par les conventions de Genève et d'autres conventions internationales. On vend bien à travers des sociétés écrans des mines antipersonnelles. On continue à en produire. Et on ne le dit pas. Moi je veux bien entendre dire il faut être pragmatique, les affaires sont les affaires, etc. On n'est pas là pour donner des leçons, etc. Mais nous on aime bien quand même faire aller dans certains pays. Certains présidents sont partis dans des pays pour faire des leçons de morale, des leçons de rappel soi-disant à une pseudo-démocratie. Par contre quand il s'agit de vendre, d'obtenir des contrats et de gros sous, là on fait l'impasse. C'est ce qui est un peu dérangeant en fait. C'est soit effectivement on fait des affaires pour faire des affaires avec tout le monde sans donner de leçons à personne. Ça ne va pas que dans un sens quand ça nous arrange finalement. C'est pas nouveau et puis c'est vieux comme le monde en fait. Ouais, mais est-ce que c'est parce que c'est vieux comme le monde qu'il faut toujours finalement ne rien dire et ne pas le dénoncer? Non, moi je le dénonce personnellement. Mais on le dénonce. Cette attitude. Après on le dénonce, mais aujourd'hui est-ce que nous quand on le dénonce on a la même portée qu'un média comme Europe 1 ou France Inter? Non, on n'a pas cette portée malheureusement. Et c'est à ces médias-là de porter justement ce discours, de dénoncer ce qui se passe, parce qu'on peut pas d'un côté, comment dire? Après, il y a une certaine presse française qui fait quand même un peu son boulot et qui dénonce. Laquelle? Mediapart, le Canard enchaîné. Voilà, il y a quand même il y a Arrêt sur Image, il y a pas mal de médias qui font leur boulot quoi. Mediapart, hein, ils ont le prix fort en ce moment. Ouais, mais Mediapart, est-ce qu'il touche toute la société française? Pas du tout. Les classes les plus inférieures qui n'ont pas le réflexe de s'abonner à un média par internet, qui préfèrent avoir une information gratuite à travers la radio. Par exemple, il y a une excellente émission à la télé sur France 2, Cache Investigation. Si un jour Élise Lucet a envie de s'intéresser, je pense qu'elle le fera. Au contrat de Dassault, ça risque de promettre. Hein. Mais tu penses qu'Élise Lucet va rester sur le service public? En tout cas, on l'espère. Parce que là, pour le coup, c'est une vraie mission de service public. Hein, ouais, mais je pense qu'aujourd'hui, elle est en train de mettre les pieds là où il faut pas, et que ça fait 2-3 émissions où elle lève des scandales. Et je pense qu'elle va se retrouver, alors pas mutée à Dunkerque, j'ai rien contre les gens de Dunkerque, mais bon, c'est la formule comme on dit. Oui, quand on est de Marseille, Dunkerque, dans le Nord, quoi. Mais elle va se retrouver, tu sais, c'est comme Jean-Claude Bourré, lorsqu'en 82, il y avait les manifestations en France pour défendre l'école publique et privée, la France, en fait, connaissait ses plus grandes manifestations de l'après-guerre. Et les services de l'État qui avaient la main mise sur la police et sur l'AFP, puisque l'AFP est quand même une officine de l'État, à travers son président, falsifier les chiffres, il minimisait le nombre de participants à ces manifestations. Et puis Jean-Claude Bourré a fait son boulot de journaliste, il est parti à la source et on lui dit il y a 800 000 manifestants et c'est les plus grosses manifestations de l'après-guerre, y compris plus grosses que celles de 68. Donc lui il ouvre son journal de 20h avec cette information, le lendemain il est muté sur TF1. Je rappelle, on vous a mis d'ailleurs sur Facebook et Twitter cet appel à témoins que quelque part un peu lancé Amal Bentounsi, sans que la famille ne l'ait fait pour l'instant, mais c'est l'effet donc de Massar, 20 ans, qui a été retrouvé mort à la gare du Nord, semble-t-il, à la suite d'un contrôle de police. Appel à témoins lancé puisque ça s'est passé aux alentours de 21h jeudi 9 novembre dernier. Il est dans un état de mort cérébrale, donc aujourd'hui Massar, il a 20 ans, il est jeune. Et donc il risque évidemment, d'après ce que disent les médecins, de ne pas se réveiller suite à ce qui s'est passé. Donc appel à témoins. Bien sûr, allez suivre sur le LGF officiel sur Twitter, sur la page Facebook aussi, Christophe Le Grand Forum, on vous a mis ça. Ainsi que la question du jour à laquelle vous répondez, bien sûr, et vous continuez de répondre, et les résultats semblent un petit peu bien changer. Donc à la suite de nombreuses violences policières, faut-il craindre de nouvelles émeutes en banlieue? Vous êtes 76% à dire oui. Sur Facebook contre 24% à dire non. Sur Twitter, je crois que c'est un peu plus prononcé avec 85% de oui pour de nouvelles émeutes en banlieue. Vous continuez de voter, que ce soit sur Facebook, France Maghreb 2, oui, France Maghreb 2, et sur LGF officiel sur Twitter. Voilà. Allez, Tarek Mami, je suis sûr qu'il te manque, Mourad. Je suis sûr. On va l'écouter. Allez, on va l'écouter puisqu'il est parti rencontrer le président, ni plus ni moins, du CSA portugais. Tarek Mami, il se balade, on écoute. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Nous avons le plaisir de recevoir donc Monsieur Carlo Magno, qui est le président du CSA. Charlemagne en français. Voilà, qui est donc le président du CSA au Portugal. Oui, l'entité régulateur pour la communication, oui. Alors, vous avez fait une intervention au RIRM, donc au réseau des régulations des pays de la Méditerranée, un peu surprenante, parce que vous êtes sorti des sentiers battus de l'explication de la régulation pour à la fois utiliser
Camus comme parabole, le mythe du Sisyphe, monter, descendre et être heureux. Et surtout, vous avez été très fort sur des expressions comme la sûreté des sources de communication face à la prolétarisation aujourd'hui des journalistes. Comment peut-on avancer pour avoir plus et faire moins bien? Pour faire simple, pour utiliser votre façon de réfléchir. En première phase, je crois que Camus a été victime de la non-régulation. Camus a été victime d'une situation de l'absurde qu'il même a théorisé par l'indifférence du monde et par un excès législatif. La judicialisation des émotions et des sentiments, c'est un problème que notre tribunal essaie de faire. Et je crois que c'est très dangereux. L'autre question, c'est la question des journalistes. Je crois qu'aujourd'hui, on vit un mouvement pendulaire, on dit en français pendulaire, un mouvement qui, d'une part, il y a la prolétarisation des journalistes et de l'autre côté, il y a la professionnalisation des sources d'information. Et ça, c'est la mort des éditeurs. Et ça, c'est le fond du journalisme comme je l'entends et comme je crois que doit être le journalisme de temps moderne. Est-ce que cela veut dire, d'une autre manière, que c'est la liberté d'expression des journalistes qui est en train de reculer, qui n'ont pas donc assez de marge, je dirais pas intellectuelle, mais je veux dire éditoriale capitalistique, et que ça donne cette normalisation des expressions un peu partout dans le monde, aujourd'hui, en tout cas en Occident. Non. Je crois que le journalisme, c'est une activité professionnelle. Et je ne crois pas dans le journalisme comme une activité comme un artisanal individuel. Je crois que le journalisme doit être une profession d'un côté. De l'autre côté, je crois que le plus important, c'est que le journalisme sache à chaque moment survivre à la technologie. Parce que la technologie tout seul ne peut pas faire le journalisme. Et c'est pour cela que je crois que le facteur humain, c'est toujours le facteur que les journalistes introduisent dans l'activité. Et c'est nécessaire d'avoir toujours un homme avec un code éthique, avec une déontologie qui soit une déontologie avec peu de principes mais très rigoureuse. Je crois que c'est mieux avoir seulement 2 ou 3 grands principes et pas plusieurs principes et des principes très rigoureux. Et je crois avec Camus qu'il y a une règle non écrite dans le code des journalistes qui interdit les journalistes d'être cyniques. Parce que le cynisme dans notre profession serait la fin de la profession. Est-ce que, c'est peut-être la dernière question qui est la question du fond, est-ce que aujourd'hui la vraie question c'est pas comment le journaliste travaille, mais quelles sont les conditions dans lesquelles le journaliste travaille, c'est-à-dire que la concentration de la propriété des médias et des autres intérêts. Par exemple, on me dit qu'aux États-Unis on ne peut pas vivre des offres de l'État pour construire des immeubles et avoir des médias. C'est pas le cas en Europe et en tout cas c'est pas le cas en France parce que nous avons des hommes d'affaires propriétaires des médias et donc il y a peut-être ce qu'on pourrait appeler c'est le paradoxe de la contemporanéité. Mais je crois que le journaliste doit être bien payé parce que c'est important qu'il a une garantie de son indépendance. Et l'indépendance et le bon journalisme, c'est un peu cher, bien sûr. Voilà. Merci en tout cas pour toutes ces expressions. Merci à vous. À une prochaine fois. Merci encore. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Voilà le président du CSA portugais, monsieur Gouala, avec Tarek Mami. Je précise qu'à 18h tout à l'heure, vous retrouverez un membre du CSA, enfin l'équivalent du CSA, qui s'appelle donc le CSA libanais.
qui sera avec Tarek Pami tout à l'heure, qui a rencontré un entretien très intéressant. Ils évoquent d'ailleurs la situation de Hariri et puis la situation également au Liban, extrêmement sérieuse bien sûr. Donc à retrouver après le grand forum tout à l'heure à 18h sur France Maghreb 2. C'est appréciable de voir quand même l'humilité de ces gens qui acceptent de discuter avec Tarek, comme ils ont dû discuter avec d'autres médias aussi, alors qu'en France, Michel Boyau, si vous avez pas il vient de temps en temps, quand il a besoin de communiquer quoi. Il vient quand il y a des michouis. Voilà. Il sort un peu de sa tour d'ivoire. Et voilà, on voit l'humilité, on voit la différence de personnage. Alors on va passer maintenant au zapping avant de partir en Algérie, puisque tu n'es pas sans savoir que le président français Macron a annoncé sa visite en Algérie le 6 décembre prochain. Qui va être reçu par qui? Alors justement, il y a une très belle caricature sur internet qui m'a d'ailleurs intéressé. Jupiter va aller en Algérie. Est-ce qu'il va avoir la chance de rencontrer son homologue Bouteflika? Parce que nous les Algériens, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Voilà, ça c'est fait. Alors pour ce qui est du zapping, on le voit partout en ce moment. Il est l'invité de toutes les émissions. Il fait le tour de tous les plateaux. La dernière en date, c'était dans C'est à vous, Manuel Valls hier, qui réagit encore et toujours à la politique Edoui Plenel. Écoutez plutôt. Dit clairement que Edoui Plenel, là, les a ciblés, les cibles, et c'est une cible, il les transforme en cible, et moi aussi, quand il dit que nous avons déclaré la guerre aux musulmans. Non, moi je mène la guerre, et je l'ai fait comme Premier ministre ou comme ministre, à ceux qui nous ont déclaré la guerre, c'est-à-dire les islamistes, c'est-à-dire le terrorisme. Et l'islamisme a armé idéologiquement les terroristes. Donc oui, c'est parce qu'il y a de la violence. Quand on vous compare quand même aux fascistes, à Déa et à Marquet, qui sont les fascistes qui venaient du... L'un des contributeurs de Mediapart, en l'occurrence, Antoine Perrault, qui... Eh bien, quand on vous dit ça, moi qui me bats, je dis, on peut me critiquer, on peut y avoir un débat public, ne pas être d'accord, bien sûr, avec mes prises de position, mais enfin, je me bats contre l'islamisme, contre le terrorisme, contre tous les racismes, contre l'antisémitisme. Quand on vous cible ainsi, on vise à vous disqualifier. Et ça, moi, je ne l'accepte pas. Voilà, Manuel Valls qui a quand même pas mal dit de contre-vérité dans cette émission hier, puisqu'il a parlé d'une rencontre qui a eu lieu en 2015, c'était du côté de Savigny dans l'Essonne, entre Tarek Ramadan et Edoui Plenel, en disant qu'elle a été co-organisée par le CCIF, alors que c'est totalement faux, puisque nous y étions, et d'ailleurs, pour la petite information, les images que vous pouvez voir de cette conférence qui circule sur Internet, vous pouvez y reconnaître le logo de France Maghreb 2, puisque c'est nous qui avons filmé cette opération, cette rencontre qui a été d'ailleurs très riche, très intéressante entre ces deux hommes. Edoui Plenel a d'ailleurs précisé qu'il avait rencontré dans sa vie 2 fois Tarek Ramadan, dont la dernière en date c'était en 2015, donc à Savigny. Tu te rends compte qu'on le diabolise au point que les gens sont obligés de se justifier sur le nombre de fois où ils l'ont rencontré ou pas, c'est grave. Ah oui, il a fait un long communiqué Edoui Plenel, effectivement. Chalgoumi qui fait une manifestation avec 25 personnes, par contre ça passe à la trappe, personne ne le remarque. Mais tu sais... si, les médias l'ont remarqué puisqu'ils l'ont médiatisé à fond. Pujadas a été pris à partie par Yacine Bellatar, d'ailleurs, que je félicite ce soir sur cette antenne. Je veux lui dire combien je suis heureux et fier de voir le parcours qu'il est en train de réaliser en tant qu'humoriste, et surtout ce qu'il est en train d'apporter à toutes ces causes perdues. Il porte un micro, c'est un étendard, et à chaque fois qu'il s'exprime, il fait mouche. Mais juste, je veux revenir sur les propos de Valls. C'est plaisant de voir comment il utilise le vocabulaire de BHL, mais encore de manière plus subtile, parce que BHL avait une phrase très célèbre, il avait dit « je suis contre tous les ismes ». Et Valls, dans l'interview, a bien précisé qu'il se battait contre l'islamisme, le racisme, le nazisme, le fascisme, mais il y a un autre isme qu'il a oublié, c'est le sionisme. Ah non, ça, il le connaît plus, parce qu'il l'a connu à l'époque. Quand il était vers Débris. Il est nié de manière éternelle. Bon, oui. Alors, à présent, l'horreur et direction la Libye, Morad, avec des marchés aux esclaves. Comme en témoigne ce reportage de France 2. Écoutez, c'est absolument dramatique. Quelque part près de Tripoli, une vente aux enchères bat son plein. Ce que ces journalistes qui filment discrètement découvrent est à peine croyable. Ce sont des êtres humains qui sont en train d'être vendus. Pour quelques centaines d'euros, un migrant africain vient d'être cédé à son nouveau propriétaire. Ces ventes de migrants, elles auraient lieu 1 à 2 fois par mois en toute discrétion à l'extérieur de la capitale libyenne. Les reporters américains voulaient en avoir la preuve après avoir reçu une vidéo amateur en août dernier. Des hommes venus du Mali, du Niger, du Ghana. Exhibés comme du bétail aux futurs acquéreurs et vendus sans vergogne aux mieux offrants.
Objets de tous les trafics par les passeurs, ces migrants africains qui rêvent d'Europe finissent bien souvent entassés dans ces camps de détention sordides. Certains affirment ici avoir été mis aux enchères pour travailler de force, soumis à des traitements inhumains. Bien sûr, j'ai été vendu. Sur la route pour venir ici, ils m'ont vendu. Si vous regardez la plupart des gens, ils ont été battus, mutilés. Parfois, ils introduisaient même en nous des objets tranchants. Pendant qu'on était en train de travailler, eux, ils nous battaient. Ils nous maltraitaient tout le temps. Comme ça. Les preuves sont rares, mais celles-ci ont été transmises aux autorités libyennes qui ont promis d'enquêter sur ces pratiques. Bon, y a pas de mots, hein, Mourad. Hein. Y a pas de mots, et moi je suis triste parce que du coup je me dis, ben voilà, le printemps arabe aujourd'hui, si on veut mesurer son impact, eh ben voilà, on a ramené à des temps moyenâgeux des pays qui étaient en train de s'émanciper, qui étaient en train de s'ouvrir au monde, de réussir. Il y a que l'Égypte qui est restée fidèle à elle-même, c'est une dictature et c'est resté une dictature. Oui, peut-être même pire qu'avant. Hein. Voilà, la Tunisie, elle a perdu 30 ans. La Syrie, ben aujourd'hui, je sais pas ce qu'elle a perdu, mais elle a beaucoup perdu. En tout cas, elle a déjà perdu 5 ans et des millions de morts. Et voilà. Mais j'aurais aimé que si on parle de tous les esclavagismes, on parle aussi de celui qui se passe au Maroc avec ces petits enfants des rues, qui sont exploités par des familles de riches, notamment des jeunes filles, qui très souvent à l'adolescence sont violées. Et lorsqu'elles sont violées, elles sont jetées de la maison par la femme qui ne veut pas d'une rivale pour son mari. Et ces jeunes filles se retrouvent après avoir été esclaves et violées et jetées à la rue, prostituées de rue. Et ça, on en parle très très peu. J'aurais aimé que ces Américains jouent les téméraires en révélant ce qui se passe là-bas aussi. Eh ben, puisque tu parles du Maroc, on y va. Puisque il est en déplacement là-bas au Maroc, le Premier ministre Édouard Philippe. Deux grandes thématiques évoquées d'ailleurs, l'économie avec le Maroc qualifié d'allié historique et la coopération antiterroriste. Et sur ce deuxième sujet, le Premier ministre a évoqué une question qui inquiète fortement les autorités françaises. C'est la question du retour des personnes parties en Syrie après la défaite en Irak et en Syrie du groupe Daesh. Sur cette question, Édouard Philippe a souhaité se montrer ferme. Je propose de l'écouter. Donc ça se passe au Maroc. Le fait pour un ressortissant français d'être dans une zone de combat est pénalement répréhensible. Nous n'organisons évidemment en rien le retour de ceux qui ont fait le choix d'aller combattre contre la coalition. Et tous ceux qui reviendraient sur le territoire national sont immédiatement soumis à une procédure pénale qui produit les effets que vous savez, puisque depuis le début de l'année 2017, 9 personnes sont revenues sur le territoire national depuis ces zones de combat et qu'elles ont toutes fait l'objet d'une procédure pénale. Voilà pour les précisions apportées par le Premier ministre Édouard Philippe, donc sur la question du retour des Français partis en Syrie. C'est un discours recueilli par nos confrères de BFM TV. Dans un instant, on va finir ce zapping. On lui posait la question au Maroc parce que ça concernait des franco-marocains. C'est une question d'ordre général. Non, c'est une question d'ordre général. Voilà, parce que je trouvais ça indélicat aussi. Non, vous inquiétez pas. Dans un instant, on parlera des problèmes de justice entre Marcel Campion et Anne Hidalgo. Et là, pour le coup, c'est 1-0 pour Anne Hidalgo, puisque on en reparle dans un instant. Et on partira en Algérie. Et on va s'attaquer aussi à un autre personnage. On parlait de Valls, on va parler de Pupponi. Tu connais? Oui, François Pupponi. Ce fameux député. Ce fameux député qui considère que les associations dans les quartiers sont des associations salafistes. Vos appels 01 40 33 9000 et la question du jour aussi. Vous n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur le HGF officiel sur Twitter, sur la page Facebook France Maghreb 2 pour y répondre. Faut-il craindre de nouvelles émeutes en banlieue à la suite de nombreuses violences policières? 17h28, bon début de soirée, merci d'être avec nous. C'est le Grand Forum avec Mourad Goual jusqu'à 18h sur France Maghreb 2. Je rappelle qu'après 18h, vous écouterez une interview de Tarek Babi qui a rencontré un des membres de l'équivalent du CSA libanais qui va revenir évidemment sur l'affaire Hariri et sur les journalistes qu'il considère d'ailleurs qu'ils ne font plus très bien leur travail, en particulier ici. Donc on verra, on annonce d'ailleurs, après l'Élysée en tout cas, que Saad Hariri sera à Paris dès demain. On aura l'occasion d'en reparler évidemment la semaine prochaine. Pas de marché de Noël, mon cher Mourad. Cette année sur les Champs-Élysées, dommage pour les Parisiens. Première. Dommage pour les Parisiens, mais bon. Ouais. Donc ainsi,
en a décidé donc la justice qui a rejeté un recours qui avait été déposé par le forain Marcel Campion. Ce dernier protestait en effet contre la décision du Conseil d'État de Paris de supprimer donc l'attraction, le marché de Noël, qui attire plusieurs millions de visiteurs chaque année. Marcel Campion qui, pour autant, n'entend pas abandonner le combat. Il l'a dit au micro d'Europe 1. Je vous propose de l'écouter. Je dirais merci à Madame Hidalgo. Mettre 2000 personnes au chômage, quelle belle victoire. Je pense qu'ils sont en train de faire le champagne dans les bureaux là-haut. Mais le problème n'est pas fini. Vous avez une poignée d'élus là, parce qu'ils s'appellent l'exécutif, qui nous ont exécutés, qui sachent qu'on est toujours vivants et on va pas se laisser exécuter comme ça. Il y aura des actions. Les forains, avec des décisions comme ça, ils vont se mêler de toutes les manifestations qu'il va pouvoir y avoir en France. Et le monde forain ne va pas s'en aller de Paris. Là, ils nous ont pris à la gorge. S'ils sont heureux avec ça, tant mieux pour eux. Je leur souhaite un joyeux Noël. Mais je peux vous dire qu'on va pas se laisser faire. Ah, il est menaçant, hein, Marcel Campion. Donc la détermination. Ben ouais, on lui a vidé les poches. Il s'en fout des forains. C'est ses poches qu'il veut remplir. Ouais. En tout cas, voilà. Moi, je cherche pas de discours le concernant. J'adore les forains. Je suis triste pour eux. Mais c'est un mal pour un bien. À eux de se regrouper sous une autre entité, sous l'aile d'une autre personne peut-être un peu moins vulgaire et moins agressive. Et surtout, dans un vrai marché de Noël. Faut arrêter de dire que le marché de Paris c'est un vrai marché de Noël, c'est une honte. Ouais. On parle de la capitale. Après, c'est une question de point de vue. On va en Algérie maintenant, puisque vous le savez, en début de semaine, à l'occasion d'un déplacement à Tourcoing, Emmanuel Macron, interpellé par une personne, a rendu public le fait qu'il irait en Algérie le 6 décembre prochain. Eh bien, on peut se poser la question, une visite, pourquoi faire? Eh bien, faut savoir quand même que, contre toute attente, la France a réussi à démontrer qu'elle conservait toute la puissance de son lobbying en Algérie, alors que ses adversaires la donnaient pour défaite et en perdition. En Algérie, la France signe son retour en arrachant de précieux contrats avec Bouteflika, avec lequel elle est en conflit politique, faut-il le rappeler, sur plusieurs dossiers. La visite de Jean-Yves Le Drian et de Bruno Le Maire dimanche dernier n'aura pas été inutile, puisqu'elle a permis de débloquer le dossier PSA, à savoir la prochaine installation à Oran de l'usine de montage de véhicules qui permettra au groupe automobile français d'écouler ses voitures. Deux groupes sur le marché algérien sans subir les restrictions d'ailleurs aux importations. PSA rejoint ainsi donc son compatriote Renault. Les constructeurs français s'assurent donc ainsi de conserver leur domination sur le très juteux marché algérien, automobile algérien le plus important en Afrique, faut-il le rappeler, avec une capacité de 450 000 véhicules par an, mon cher Mourad. Donc, là, encore une fois, quand il y a de l'argent, ça s'arrange. Ça s'arrange. Après, honnêtement, je vois pas la perspective, parce que toi, tu dis que c'est le plus grand marché, sauf qu'il n'y a pas de... En Afrique, hein. Ah, voilà. Je pense que c'est un cheval de Troie pour les marques européennes qui vont, depuis l'Algérie, pouvoir alimenter l'Afrique subsaharienne direct, c'est-à-dire jusque le Sénégal, tous ces pays-là. Aujourd'hui, c'est ça qui les intéresse, parce que le marché algérien, jusqu'à présent, il était subventionné par les crédits ANSEJ et, enfin, peut-être j'ai une bêtise, peut-être pas l'ANSEJ, mais par des crédits que l'État allouait à tous ceux qui en faisaient la demande. Et il y avait vraiment des facilités pour l'obtenir. Aujourd'hui, les caisses ne sont pas autant remplies qu'autrefois, et les conditions d'obtention vont être plus drastiques. Donc les Algériens n'achèteront plus de voitures comme il y a 10 ans. Ça va être beaucoup plus difficile, mais bon, pour Renault c'est une bonne nouvelle, pour PSA aussi. Après, quid des véhicules qu'on fabriquait depuis le Maroc et qui venaient en Algérie approvisionner. Alors justement, ça va créer une certaine polémique, cette histoire, hein. C'était pas gagné d'avance, on peut le dire, puisque les autorités algériennes ont longtemps bloqué ce projet parce qu'elles n'ont pas supporté, ne toléraient pas en tout cas que le groupe PSA jette son dévolu sur le Maroc, voisin et concurrent. Sa prochaine d'ailleurs implantation au Maroc a été jugée par Alger comme un coup de poignard dans le dos, car c'est de là-bas que le constructeur, faut-il le rappeler, français va développer ses activités industrielles les plus prometteuses, hein. Mais les Français ont su calmer la colère d'Alger en jouant sur le temps et en négociant brillamment, visiblement, leur soutien politique, en tout cas la transition qui se joue à ce moment au sommet de l'Algérie. Mais Christophe, il faut pondérer cette joie. On est les derniers arrivés. Hein. Ouais. Voilà. Avant nous, il y a les constructeurs asiatiques, il y a les constructeurs américains qui se sont installés depuis 20 ans déjà, avec des usines de montage et d'assemblage. La France, Renault, arrive avec juste un train de retard. En tout cas, cette date donc du 6 décembre a été officieusement arrêtée.
La venue de Macron signifie clairement que les deux pays se réconcilient après plusieurs mois de tensions diplomatiques en raison des différends sur le Sahel, par exemple, la Libye et surtout le Maroc. Les autorités algériennes ont toujours demandé à Macron de privilégier l'Algérie et de lui donner le statut de la première force régionale, rompant ainsi avec sa théorie de l'équilibre entre le Maroc et l'Algérie. Et les Français donc ont, semble-t-il, promis de faire un geste en ce sens, choyant bien entendu davantage dans les jours à venir l'Algérie. Cependant, pour voir du concret, il faudra peut-être attendre ce que Macron va ramener dans sa valise à Abdelaziz Bouteflika. En attendant, la France savoure quand même une petite victoire, à tous ceux qui ont voulu l'exclure des marchés algériens. Oui, après bon, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que les marchés algériens ne se limitent pas qu'à l'automobile. Et moi, j'aurais aimé qu'on remette la main sur les hydrocarbures. Aujourd'hui, c'est Halliburton qui gère ça avec British Petroleum et les sociétés nationales algériennes. Il y a la main à mettre sur le gaz aussi, on n'y est pas. Les minerais, on n'y est pas. Le génie civil, le BTP, on n'y est pas. Et c'est ces entreprises, c'est ces secteurs-là qui génèrent le plus de monnaie et d'argent. Vous pourrez réagir évidemment dans le cadre de Libertad dans quelques minutes sur France Maghreb 2. Dans un instant, on va s'attaquer à un député, celui de Sarcelles, François Pupponi. Et tu sais pardon, excuse-moi Christophe, je t'interromps. Tu sais ce qui est triste, c'est parce qu'à toujours parler du Maroc et de l'Algérie, on oublie qu'il y a la Tunisie. Et eux, ils ont vraiment besoin de nous aussi. Absolument. On les oublie. Ton coup de cœur musical, Marcel Khalifa. Alors je vais dédier cette chanson, on va pas faire de speech aujourd'hui, je vais juste dédier cette chanson à toutes les mamans du monde. À toutes celles qui ont cette fibre maternelle qui fait qu'elles peuvent dormir et nous surveiller si on est malade, traverser le monde si on va pas bien, toujours nous aider quand on n'est pas bien. Et cette chanson de Marcel Khalifa, qui est un chanteur libanais, qui est un poète, elle a deux significations. C'est un ode qui chante à sa maman, je veux être ton café, je veux être ton pain. Mais c'est aussi, à travers des paroles dissimulées, un message qu'il adresse à sa Palestine avant que celle-ci ne soit annexée par Israël, notamment le sud du Liban, qui était très, très mitoyen avec la Palestine autrefois. Et il parle de cette terre-là qui a été confisquée par Israël. Voilà. Marcel Khalifa, Oumi. Bonne écoute. في طفولة يوما على صدري يومي وتكبر في طفولة يوما على صدري يومي وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمعي أمي من دمعي أمي يوما وشاحا لهدبك خذيني أمي إذا عدت يوما وشاحا لهدبك وغطي عظامي بعشب تعمد من طهر كعبك وغطي عظامي بعشب تعمد من طهر كعبك وأشد وثاقي بخصلة شعر بخيط يلوح في ذيل ثوبك بخيط يلوح في ذيل ثوبك
عساني أصير إلها أصير عساني أصير إلها أصير إذا ما لمست قرارة قلبك أمي بتنور نارك يا أمي وحبل غسيل على سطح دارك ضعيني إذا ما رجعت وقودا بتنور نارك يا أمي وحبل غسيل على سطح دارك لأني فقدت الوقوف بدون صلاة نارك. Marcel Khalifa à l'instant, coup de cœur choisi par Morad Goual, donc cette chanson de ce chanteur libanais, donc c'est un hommage à toutes ces femmes, ces mères, ces sœurs et cette Palestine. Voilà, j'espère que cette chanson, tout comme moi, vous avez mieux. J'ai laissé couler ma larme, hein, je m'en cache pas, elle est vraiment magnifique. Je vous invite à aller sur YouTube et regarder le clip, vous verrez, c'est un concert qui date des années 80. Et c'était, alors je sais pas dans quel pays arabe, mais c'était en voyant que c'était encore la belle époque avec des magnifiques femmes arabes émancipées. Comment ça, c'était la magnifique époque? Ça veut dire que les femmes arabes sont plus belles? Non, c'était avant que les Américains, avant que les Anglais, avant que les Français viennent foutre la zizanie dans ces beaux pays du Moyen-Orient. Mais les femmes sont toujours aussi belles, Morad. Ben, elles sont plus discrètes, c'est dommage. Il est fou, ce type. Mais non, mais bon. Il n'y a plus de concerts publics comme ça aujourd'hui en Égypte, au Liban, en Iran, en Irak. Il y a plus de, ça c'est dans des pays du Moyen-Orient. Je sais pas exactement où ça a été tourné, ce clip. Mais aujourd'hui, on n'a plus de spectacles comme ça, mixtes, avec des grands chanteurs, comme à l'époque de Kulthum, hein. La question du jour, je vous la rappelle, messieurs, dames, et ça a un peu bougé d'ailleurs, pour ce qui est de savoir s'il faut craindre de nouvelles émeutes dans nos banlieues à la suite de pas mal de violences policières, auxquelles d'ailleurs on fait référence régulièrement. On rappelle d'ailleurs que tout à l'heure nous avons reçu Amal Bentounsi du collectif Urgence, notre police assassine, et un homme donc a été laissé pour mort visiblement à la suite d'un contrôle à la gare du Nord le jeudi 9 novembre aux alentours de 21h. Un appel à témoins est lancé. N'hésitez pas à vous rapprocher des réseaux sociaux, sur Twitter LGF officiel, on vous l'a mis, ainsi que sur Christophe Le Grand Forum. Oui. Est-ce que tu sais que les violences policières, je te disais que moi à Marseille, je n'avais jamais connu de cette nature. Par contre, à Marseille, elles sont différentes. À Marseille, la police exécute directement. Et elle cache ça sous des règlements de compte entre brigands. Et une affaire a explosé. Une affaire a explosé lorsque la BAC Nord, la fameuse affaire de la BAC Nord, on a appris que c'était des policiers qui avaient fait qui avaient été entremetteurs entre deux bandes rivales et qui avaient foutu la zizanie entre ces bandes rivales en dénonçant des faits qui étaient imaginaires et donc qui ont provoqué le règlement de compte d'un des dealers de la bande opposée. Donc bon, c'est une violence comme une autre, mais c'est une violence. En tout cas, vous êtes 80% sur Facebook à craindre de nouvelles émeutes dans les banlieues, 83% sur Twitter. Vous continuez en tout cas à voter, à participer et à nous donner votre avis qui nous intéresse plus que jamais sur le Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. On va ouvrir maintenant le cas François Pupponi, puisque dans une interview, dans une émission chez Bourdin, François Pupponi a estimé que les réseaux salafistes
prenaient trop de place à Sarcelles et dans les quartiers, au détriment des services publics. Les associations historiques sont maintenant fatiguées. Leurs responsables ont porté ces quartiers à bout de bras pendant 20 ou 30 ans, a-t-il dit. Et ils passent la main maintenant et elles sont remplacées par des associations qui sont, pour la plupart, dit-il, dans des réseaux salafistes. Ils se présentent à visage découvert, dit-il, disent qu'ils ont des propos qu'ils proposent du soutien scolaire aux familles, de l'aide sociale, c'est légal et ça s'organise depuis plusieurs années, a-t-il déclaré le 16 novembre. On peut avoir une certaine, en tout cas, inquiétude de voir ces partis de l'islam prendre place de plus en plus importante dans ces territoires, a-t-il ajouté. Alors, le député, en tout cas, fait le lien entre cette montée des associations, dit-il, salafistes et la baisse des crédits alloués aux municipalités de banlieue. Mais si François Pupponi a toujours axé sa politique sur la défense des banlieues, en s'en proclamant d'ailleurs presque le porte-parole, il a pourtant été récemment accusé de clientélisme et sa gestion d'ailleurs de la ville a été remise en cause. Dans un article du Monde diplomatique, très intéressant d'ailleurs. En août 2017, le journaliste pointe les propos creux sur le vivre ensemble de l'ancien maire de Sarcelles qui cherche à dissimuler la concurrence la mise en concurrence des communautés religieuses les unes contre les autres. Il note aussi un net comment dirais-je détestation, visiblement on peut parler ainsi, de la jeunesse vivant en banlieue et une certaine hostilité envers les initiatives des différents habitants. L'élu PS aurait notamment déclaré que la plupart des jeunes de banlieue mentent comme ils respirent. C'est ce qu'il aurait déclaré. Osinras, qui est un membre de la de l'émission LGF, jeune militant à Sarcelles que vous connaissez, que vous retrouvez d'ailleurs mardi prochain, est cité dans cet article du Monde diplomatique. Elle confirme ces accusations à l'encontre de François Pupponi. N'est-ce pas plus important de parler de sa condamnation? Oui. Parce que Pupponi a été condamné, faut-il le rappeler, en octobre dernier pour diffamation à l'encontre de Nabil Kopskopski, l'un des organisateurs de la manifestation pro-palestinienne interdite en juillet 2014. Donc Ossine rappelle donc et dénonce cette mauvaise gestion de la ville et du clientélisme sauvage et intempestif pour Osinras, mais aussi de la division donc des communautés qu'il a mise en place depuis des années et qui réagit donc aux propos de François Pupponi qui revient un petit peu en selle. Il fait penser quand même à Manuel Valls, non? Tu sais, moi je suis même plus inquiet parce que j'ai vu cette semaine un retournement de situation en France où maintenant dans les médias et notamment aussi dans les lieux où se décide la politique comme à l'Assemblée nationale, on arrive enfin à démystifier tout cet acharnement que les musulmans ont subi depuis 10 ans. Quand j'ai entendu les propos de Gérard Collomb répondant à Habib Meyer sur... non, c'est pas Habib Meyer, pardon. Non. Gilbert Collard. Gilbert Collard, pardon, qui lui soutenait la démarche d'Habib Meyer. Quand j'ai entendu dire ce ne sont pas les musulmans qui ont produit le tract antisioniste ou antisémite, ce sont des militants anti-islam, je me dis ça y est, enfin, on libère la parole, on s'exprime dans les lieux de la plus haute sphère de l'État. Et quand j'ai vu tous ces hommes politiques, ces journalistes qui se sont aujourd'hui cette semaine, qui sont passés sur les différents plateaux des journaux, pouvoir s'exprimer librement, dire ce qu'ils pensaient de toute cette affaire de Tarek Ramadan. Ça t'a rassuré? Ouais, je me dis que maintenant on parle, tu vois, on a pu parler de Salah Hamouri, on a pu défendre Tarek Ramadan, Edwy Penel a pu être défendu, et je me dis, ça y est, les gens sont en train de se dire, quand c'est trop, on n'y croit plus. Pour en revenir à Pupponi, en fait, ce que lui décrit ou définit comme des salafistes, c'est tout simplement des associations qui subsistent sans subside public. Et ça le déstabilise, tout simplement. Ouais. En tout cas, effectivement, il est extrêmement dur à l'écart donc de ces jeunes de banlieue qui, pour la plupart, à l'image de Ossine, que vous connaissez donc dans cette émission, fait des choses extraordinaires puisqu'il organise bibliothèques et sans subvention. Et sans subvention, effectivement, une fois par mois, il essaie de réunir. La semaine dernière, c'était avec Anan Chari, qui est auteur du livre Ma mère patrie. C'est la fille, en fait, de la première tuée des attentats de Nice du 14 juillet 2016. Et il les réunit donc ces artistes, ces auteurs, en tout cas, avec les jeunes du quartier dans un PMU. Dans le sous-sol d'un PMU. Voilà.
Et sans avoir à demander ni d'argent ni de local municipal. Et je trouve que c'est bien que de plus en plus d'associations s'émancipent de ces mafias politiciennes qui en fait les prennent en otage, parce que c'est toujours le même principe, c'est on vous a donné un local, on vous a donné. Alors de je sais pas si le fait de lire ou d'inciter les jeunes à lire c'est du salafisme, mais bon. Non, et puis c'est quoi? Tu sais, ce qui a fait très mal aussi aujourd'hui, depuis 10 ans aux musulmans, c'est qu'on leur a confisqué leur vocabulaire. Moi, être salafiste, je l'espère un jour l'être complètement et intégralement. Parce que quand tu prends la définition au sens noble du terme, ce sont les compagnons du prophète, les salafs. Comme les évangiles étaient les apôtres étaient les compagnons de Jésus. Donc, à un moment donné, quand tu vas aller vers l'excellence, tu veux ressembler à ces gens-là. Et il y a rien de péjoratif à être salafiste. Le problème, c'est que le mot a été galvaudé par tous ces sayanim et ces journalistes à 2 balles. Et aujourd'hui, il faut que, si on peut, c'est d'ailleurs pour ça que Tarek Ramadan est émincé, parce que Tarek Ramadan est arrivé à récupérer et à corriger ses erreurs de sémantique. Mais on s'est fait voler l'antisémitisme, on s'est fait voler le salafisme, on s'est fait voler islam, musulman, on n'a plus de mots qui nous appartiennent. Donc il faut qu'on aille dans ce combat et qu'on récupère ce vocabulaire qui nous appartient. Allez, dans un instant, messieurs dames, Libertad 01 40 33 9000, vous allez pouvoir taper sur Morad là. Allez-y, lâchez-vous, il est seul contre tous. Dites que vous êtes d'accord. 01 40 33 9000. Je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire. En tout cas, vous allez pouvoir le faire dans un instant et en toute liberté, bien sûr, avant d'en trouver après 18h. Je vous rappelle une rencontre d'un membre du CSA, enfin l'équivalent du CSA libanais, interrogé par Tarek Mami juste après le flash de 18h. Soyez les bienvenus sur France Maghreb 2. Un bon week-end par avance qui s'annonce plutôt pas mal au niveau météo. Hein. Bon mieux, sinon je repars à Marseille. Bon, maintenant tu restes à Paris. À tout de suite. Allez, c'est parti sur France Maghreb 2 pour les 5 dernières minutes de cette émission et pour cette semaine avec Morad Goual. Vous pouvez participer et appeler pour Libertad 01 40 33 9000 pour nous appeler maintenant. Je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire. En tout cas, vous pouvez le faire maintenant. France Maghreb 2, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Morad. Bonsoir Mohamed. Ouais, la dernière fois, quand il y a eu l'intervention de Meir Habib à l'Assemblée nationale, il nous avait dit que la France Insoumise et que le Parti communiste étaient sortis et qu'il y avait parmi eux aussi des députés de la République en marche. Je te confirme. C'est ça, hein? Oui. Moi, j'ai cherché partout, sur mon téléphone, sur Internet, et j'ai pas trouvé. T'as pas trouvé quoi? Cette information comme quoi les députés de la marche de la République en marche avaient suivi aussi la France Insoumise. Eh ben, je peux te le confirmer parce qu'on a quelqu'un qui est à l'intérieur de l'Assemblée nationale qui était et qui a vu. Voilà. Eh ben, écoute, justement, je tiens à te féliciter. Merci pour cette info. Parce que moi, j'ai vérifié aussi. Pas tous, je suis parti vraiment à la source de la source. Certains. Et je me suis dit, pendant un moment, j'avais un doute. Je me suis dit, c'est bizarre. Christophe nous a parlé, il peut pas mentir. Mais en plus, mais tu sais, ceux qui sont restés ont une bonne attitude parce que ils se sont quand même levés après les propos de Gérard Collomb. Et là, quand même, ça fait chaud au cœur aussi. Exactement. Non, mais je me suis dit, Christophe nous a pas menti. Si nous le dit, c'est vrai. C'est pas le genre de la maison. Source de la source. Je suis parti au compte rendu de l'Assemblée nationale. Et là, effectivement, il s'est marqué. Mais sinon, les autres médias n'en parlent pas. Bah voilà. Et voilà, bravo pour ça. Bah, je t'en prie, il y a aussi qu'il y a un député, je sais pas qui, je me rappelle plus du nom, mais il a dit carrément pendant l'intervention de Meir Habib, il lui a dit Netanyahou sort de ce corps. Ah oui, c'est clair. C'est un grand moment de vie politique. Ah ouais, non, c'est impressionnant. Exactement. Merci Mohamed. Bon week-end. Je vous en prie, bon week-end à vous. Bon week-end à toi, salut. 01 40 33 9000 pour nous appeler bien sûr dans cette émission. On peut en dire des conneries comme les autres, mais on dit pas que ça. On peut faire attention. On fait extrêmement attention. Non, au-delà d'être surveillé, on essaie de faire notre travail convenablement, c'est tout. France Maghreb 2, bonsoir. Ah, le fameux chat. À bientôt. 01 40 33 9000. T'aimes bien les chats, toi, hein? Ah, j'adore. J'en ai 2. Ah ouais. Et si je pourrais en avoir plus, si je pouvais pousser les murs de la maison, j'en aurais. Est-ce que j'ai le droit de dire que j'aime pas les chats? Tu as le droit. Bon, bah j'aime pas les chats. France Maghreb 2, bonsoir. Bonsoir Christophe, c'est Jamel. Salut Jamel. Bonsoir Jamel. Comment tu vas? Ça va et toi, on t'écoute Jamel? Ah bien. Moi c'était pour souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Ah bah c'est bon cool. Week-end. Sympa. Merci à toi. T'as prévu quoi ce week-end, Jamel? Repos là. Non, je sors pas là, je m'allonge, je reste allongé là, je sors pas. Moi tu sais mes horaires de travail c'est 5h du matin jusqu'à 23h le soir. Waouh. Ah ouais. Bon écoute, bon courage alors, repose-toi bien et profite de ton week-end Jamel. Ciao ciao. Merci, au revoir. Ciao. 01 40 33 9000. Les Marseillais ils sont où? Ils sont où les Marseillais? 01 40 33 9000. Il y a votre représentant là dans le LGF. Il s'appelle Morad Goual. Comme tous les vendredis, vous pouvez l'interpeller. Les Marseillais sont tous chez SFR et SFR en ce moment il y a des difficultés. Ah, il voulait le placer ça, il voulait. Ah oui. C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. France Maghreb 2, bonsoir.
Allô? Au revoir, à bientôt. Ça doit être un Marseillais qui s'est pas réveillé, qui a cru que le stade Vélodrome avait changé d'adresse. Très très bonne nouvelle, le groupe Altis va très mal. Monsieur Drahi vient de perdre 11 milliards d'euros. Et si les choses continuent comme ça, je le souhaite pas parce qu'il y a quand même des salariés derrière, mais en tout cas, on risque de voir un effondrement de cet empire. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel, cher monsieur. Mounir, de Paris. Salut Mounir, on t'écoute. En fait, je voulais partager avec vous une information que je viens juste d'obtenir. Vas-y. Un camp de réfugiés qui est en fait au nord du Mali, le camp Béra. Alors je sais pas si on a déjà partagé cette information, mais il y a donc en fait un camp de réfugiés. Ce sont des personnes qui sont qui n'ont pas de qui n'ont pas de représentants, on va dire, en Occident, et donc en fait ils n'ont pas de soutien, donc pas de soutien financier. Donc il y a une campagne actuellement justement il y a une récolte de fonds pour vacciner des enfants qui sont victimes de la polio. Donc en fait il y a une association qui s'appelle Ouma Fourchette. Si ça intéresse, si quelqu'un veut aider, voilà. C'est super cool pour l'information. Merci beaucoup en tout cas Mounir. Au revoir. Voilà. Bon week-end. Ciao. 01 40 33 9000 pour nous appeler. Allez, les derniers appels là pour ce soir, pour cette semaine, pour cette émission du LGF. 01 40 33 9000. Je trouve que les femmes participent pas assez. Morane m'a dit c'est parce que c'est dans la cuisine. Espèce de misogyne. France Maghreb 2, bonsoir. Bonsoir monsieur. Voilà, ça t'apprendra Morane. Bonsoir monsieur Christophe, je vous remercie pour tout ce que vous faites entre 16h et 18h. Je vous écoute très très bien. Et on apprend plein de choses avec vous, mais seulement baisser un peu toutes ces pubs et chansons et tout ça. D'autres choses. Oui. Comme j'habite au rez-de-chaussée, je capte très très mal. J'ai un petit transistor. Je jongle par là et par là pour vous capter. Bon, je sais pas quoi faire moi. Continue à jongler dans l'exercice entretien. Deuxièmement, troisièmement, je voudrais juste vous dire, il faut en parler en Centrafrique. Il y a des musulmans, ils sont maltraités là-bas. On les égorge. Il y a une vidéo qui passe sur tous les réseaux et on les jette dans un fossé et ils jubilent et tout ça. C'est vraiment, moi j'ai vu ça, c'est vraiment, ça me touche. D'ailleurs, merci beaucoup madame. Bon week-end à vous madame. Bonne journée monsieur, bonne soirée et merci beaucoup pour tout. À bientôt. Merci, continuez de rester fidèles et à jongler avec votre antenne de transistor. Ainsi se referme cette émission pour cette semaine. Cher Morad, je te souhaite un bon week-end. Toi aussi, mes amitiés à monsieur Tarek Mami qui nous écoute, je le sais, il nous a envoyé un message. Non mais ça c'est pour mettre la pression, t'inquiète. Non, il nous écoute, non, je le sais. Pour voir si tu dis pas trop de conneries. Non. Je pense que si j'en disais, il ne m'aurait pas laissé au micro de cette émission. Alors, dans un instant, justement, Tarek Mami, vous allez le retrouver puisqu'il a rencontré un membre de l'équivalent du CSA libanais avec qui ils vont parler évidemment de la situation au Liban, de la Syrie, de Saad Hariri qui devrait arriver demain à Paris, vraisemblablement. Bon week-end à tous. Lundi on est de retour évidemment pour une nouvelle semaine du LGF avec la très belle Anan Zawani et Enver de Santos qui seront avec nous lundi. Mardi nous aurons Osin Ras et Nadia Lazouni. Mercredi Nadir Kaya et jeudi le tout nouveau c'est Redouane Moumine qui sera avec nous, qui a fait sensation d'ailleurs hier, Redouane pour le coup. Et vendredi le malheureux. Et vendredi c'est le duo de choc Morad Goual et Tarek Mami qui probablement sera là. Quoi qu'on ne sait jamais avec Tarek Mami. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Bon week-end à vous tous et je vous envoie un gros bisou. Merci beaucoup Morad, merci à tous de votre fidélité. Continuez en tout cas à être présents sur les réseaux sociaux LGF officiel, sur Twitter ainsi que Christophe Le Grand Forum sur Facebook. Il est 18h, voici le flash de Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Emmanuel Macron recevra demain à midi à l'Elysée le Premier ministre libanais démissionnaire Saad Hariri. Saad Hariri qui s'apprêtait aujourd'hui à quitter Riyad où il est retenu contre son gré selon Beyrouth. Il sera reçu en compagnie de sa famille par le président français à l'Elysée. Les recherches se poursuivent aujourd'hui pour retrouver une mère de famille âgée de 41 ans, vue pour la dernière fois lundi à Marcillac en Gironde. Cette femme, bien insérée socialement et sans souci apparent, a quitté soudainement son domicile sans aller chercher ses enfants à la descente du car scolaire comme prévu, et elle n'a depuis pas donné signe de vie. Mercredi, son véhicule a été retrouvé dans une zone boisée de Montendre en Charente-Maritime. Les ratissages menés dans cette zone n'ont pas abouti et les expertises de police scientifique n'ont pas permis de privilégier une piste criminelle ou l'hypothèse d'une disparition volontaire.
Et Jacqueline Jacob, mise en examen en juin avec son mari pour l'enlèvement et la séquestration au suivi de la mort du petit Grégory, interrogée par un juge d'instruction aujourd'hui. C'est une première depuis 5 mois. Elle s'était montrée particulièrement silencieuse lors de son interpellation. Le couple est également soupçonné d'avoir écrit des lettres anonymes envoyées aux parents du petit garçon. Toto Riina, 87 ans, est mort d'un cancer en prison. L'ancien chef suprême de Cosa Nostra, la mafia sicilienne, avait fait régner la terreur en Sicile entre 1969 et 1992. Il aurait d'ailleurs commandité plus de 150 meurtres et purgé 26 peines de prison à vie. Selon les autorités religieuses, cet après-midi, les funérailles se feront dans la plus grande discrétion. L'Agence européenne de l'environnement a publié hier une carte interactive. Elle permet de connaître la qualité de l'air partout en Europe. Elle compile les informations de quelques 2000 stations de surveillance en Europe. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.